allons ouvrir cette séance en parlant de deux maladies mycobactériennes, la lèpre et l'ulcère de Buruli, des affections classées maladies tropicales négligées par l'OMS et qui touchent essentiellement les populations rurales ou pauvres. Elles sont source de stigmatisation et de handicap. Madame la Présidente, l'oratrice que vous allez accueillir va nous expliquer comment la mise en commun des ressources pourrait permettre de mieux contrôler ces maladies. Merci Vanessa. Nous allons accueillir maintenant le professeur Françoise Portail, qui est professeur émérite de l'Institut de médecine tropicale et de la VUB, qui est diplômé en sciences zoologiques à l'ULB, puis qui a séjourné au Zaïre dans les années 70 où elle a préparé sa thèse de doctorat sur les actinomycétanes. Diplômée docteur en sciences en 1978 à l'ULB, elle dirige l'unité de mycobactéries de l'Institut de médecine tropicale, nommée professeur ordinaire. Elle est aussi chef du département de microbiologie. Nous pouvons l'accueillir maintenant pour son exposé dont Vanessa vous a donné la thématique. Merci Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel. Je suis heureuse de vous présenter cet exposé sur les mycobactéries et je commence par vous présenter deux livres. Le premier qui est un livre sur la lèpre et l'ulcère de Buruli que nous avons édité en 2022 et le deuxième qui est un livre qui en fait reprend les mémoires du professeur Michel Lechat, qui était d'ailleurs un membre de notre académie, qui est décédé en 2014, mais son épouse a récolté toutes ces informations dans un livre fort intéressant que je vais remis à notre secrétaire perpétuel, dans lequel il raconte toutes les difficultés pour lutter contre certaines épidémies, dont la lèpre. Je vous rappelle que c'était un léprologue. Et en 1970, il avait développé un modèle mathématique pour pouvoir prédire l'incidence de la lèpre dans les années à venir. Il avait déjà démontré que finalement, faire du dépistage actif de la lèpre et traiter les patients ne suffisait pas pour arrêter ou pour diminuer l'incidence. Il avait tout à fait raison et c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est aussi une manière de lui rendre hommage aujourd'hui. Alors voilà une photo, vous voyez au-dessus la lèpre avec ses deux formes extrêmes, la première tuberculoïde à gauche et la deuxième très typique nodulaire, lépromateuse à droite. Et en dessous, vous avez un cas d'ulcère de Buruli chez un patient du Pérou avec un ulcère très typique dont les bords sont décollés. Alors, un petit rappel, c'est que la lèpre est évidemment une maladie contagieuse, mais quand même très peu contagieuse. Environ 5% des personnes en contact avec des lépreux vont développer la lèpre. Tandis que l'ulcère de Buruli n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie qui s'attrape par contact avec l'environnement. Elles sont causées toutes les deux par des mycobactéries, comme vous le savez, et l'incidence de la lèpre en 2022 était de plus de 174 000 nouveaux cas, alors que pour l'ulcère de Buruli, seulement un peu plus de 2000 cas ont été rapportés à l'OMS. Alors pour la lèpre, c'est évidemment l'Inde qui, dans à peu près 75% des cas, a des cas d'ulcère, a des cas de lèpre. Ensuite, vous avez le Brésil et puis l'Indonésie, alors d'autres pays comme l'Éthiopie, le Népal, le Bangladesh, etc., la République démocratique du Congo également. Et pour l'ulcère de Buruli, c'est surtout en Afrique de l'Ouest qu'on le rencontre, et aussi en Afrique centrale, donc en République démocratique du Congo. Et maintenant, tout à fait récemment, on a trouvé une recrudescence de cette maladie dans le sud de l'Australie, et je vous en parlerai plus tard. En ce qui concerne la prévalence de la lèpre, grâce à une polychimiothérapie extrêmement efficace, avec de la rifampicine, qui est un bactéricide puissant, cette prévalence a diminué depuis 1982 de façon extrêmement importante. Mais l'incidence, depuis 2013, reste stable aux environs de 200 000 nouveaux cas par an, ce qui est signe d'une transmission continue. Alors, l'incidence ne diminue pas. Quelles en sont les raisons? Les différentes raisons sont évidemment
évidemment, dans certains pays, un dépistage tardif qui permet évidemment à ce que ces patients puissent en contaminer d'autres, une perte d'expertise dans certains pays et une transmission qui pourrait se faire soit à partir de patients asymptomatiques, soit à partir de contacts de patients ou encore à partir de réservoirs non humains. Et c'est plutôt cet aspect-là que je vais développer parce qu'il est moins connu que les autres. Alors, je reviens à la lèpre aux États-Unis. Aux États-Unis, la lèpre n'existe plus, sauf que nous avons à peu près 150 nouveaux cas par an, dont 2 tiers sont des personnes qui viennent de régions endémiques de la lèpre. Mais 1 tiers sont des patients autochtones qui n'ont jamais été dans des pays où il y avait de la lèpre et qui n'ont pas eu de contact avec des patients lépreux. Alors, aux États-Unis, comme vous le savez, dans le sud des États-Unis, il y a plusieurs animaux sauvages, dont les tatous. Et nous avons fait une enquête sur ces tatous sauvages et avons trouvé que 20% de ces tatous sauvages étaient atteints de lèpre lépromateuse. Alors, ces animaux sont assez fréquents en Arkansas, en Floride, en Louisiane, au Texas aussi, on les trouve le long de la route, par exemple, comme animaux morts, etc. Et les contacts avec ces tatous sont parfois plus fréquents qu'on ne le pense. Certains les chassent pour les manger. Vous voyez d'ailleurs une image au milieu d'un monsieur très fier de vous montrer son futur barbecue. On en fait aussi des objets décoratifs, que vous voyez à droite. Et tout cela va avoir une influence, comme vous le verrez plus tard. Alors, quels sont les autres animaux qu'on a trouvés atteints de lèpre? Il y a des singes, des chimpanzés et des macaques, surtout en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a une magnifique étude qui a été faite, et en Guinée-Bissau aussi, où on a trouvé toute une série de singes atteints de lèpre lépromateuse avec un faciès léonien tout à fait typique. Et on a d'ailleurs analysé les bactéries qui se trouvent chez ces singes. Et tout récemment, dans les îles britanniques, on a trouvé des écureuils roux atteints de lèpre. Seulement dans les îles britanniques. Nulle part ailleurs, il n'y a d'écureuils avec la lèpre. Alors, ces réservoirs non humains, je reviens au tatou. Le tatou à 9 bandes aux États-Unis, le tatou à 6 bandes en Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est une zoonose confirmée. On a pu confirmer par génotypage que les souches que l'on retrouve chez ces patients autochtones sont les mêmes que les souches que l'on retrouve chez les tatous, et c'est une souche tout à fait, un génotype tout à fait différent de ce qu'on trouve d'une manière générale chez les patients lépreux. Et des études cas témoins ont aussi démontré qu'effectivement, plus on a des contacts avec des tatous, plus on a des chances ou des malchances d'attraper la lèpre. Alors, ça peut représenter quand même un défi pour l'élimination d'une maladie dans des pays où, soi-disant, la maladie n'existait plus. Par contre, pour les singes, les macaques, les chimpanzés qu'on a trouvés atteints de lèpre, les génotypes sont totalement différents de ceux qu'on trouve chez l'être humain et il n'y a pas d'évidence de transmission à l'homme. De même pour ces écureuils roux, chose intéressante, c'est que le génotype de ces léprés qu'on a trouvé chez ces écureuils roux est en fait un génotype médiéval. Donc la lèpre est restée chez ces écureuils et a disparu chez les êtres humains dans les îles britanniques. Maintenant parlons un tout petit peu de l'ulcère de Buruli, que vous connaissez certainement beaucoup moins bien. C'est une maladie essentiellement tropicale, sauf dans le sud de l'Australie, dans la région de Victoria, où l'on trouve des cas d'ulcère de Buruli. Cette maladie se présente toujours sous forme de foyers endémiques, le long de rivières, des bilans, des marais, des eaux stagnantes, etc. Le mot Buruli est en fait le nom d'un district d'Ouganda, maintenant ce district s'appelle la Kasongola, où de nombreux cas ont été décrits dans les années 50. Il y a plusieurs formes cliniques, les formes non ulcérées qui sont en général les formes plus précoces, soit nodulaires, soit des plaques, même des édèmes, et alors il y a les fameuses formes ulcérées très typiques, et dans certains cas, on peut avoir des formes disséminées et même des atteintes osseuses.
Voilà une forme nodulaire ici, comme vous voyez, quelques formes ulcérées, et vous voyez bien les bords décollés ici, en dessous de ici, et c'est là qu'on trouve évidemment énormément de bactéries, de bacilles acido-résistants. Un petit détail ici avec le sourire de la petite fille, cette maladie n'est pas douloureuse. Voilà l'ulcère de Buruli en Australie à gauche. Vous voyez ici une lésion qui est assez précoce. Ce n'est pas parce que la bactérie est moins virulente en Australie, c'est tout simplement parce que les patients se présentent beaucoup plus vite dans des centres de santé. Et ici, un cas chinois que nous avons d'ailleurs nous-mêmes dépisté pour la première fois. Qu'en est-il du mode de réservoir et du mode de transmission de l'ulcère de Buruli? C'est principalement des eaux peu oxygénées qui sont la source de ces bactéries. Mais en Australie, on a récemment trouvé que des animaux sauvages, des possums, mais pas des opossums. Les opossums, ça c'est pour d'autres, ce ne sont pas des marsupiaux. Ici, ce sont des marsupiaux, ce sont des possums, dans le sud-est d'Australie. Le mode de transmission principal, c'est un contact direct avec l'environnement, suite à des blessures. Et en Australie, tout à fait récemment, une magnifique étude a démontré que des moustiques pouvaient porter, être un vecteur passif, si vous voulez, de Mycobacterium ulcerans, piquer des possums, piquer des êtres humains, et on a découvert les mêmes génotypes chez les trois types d'hôtes, et on a donc ainsi démontré que les moustiques jouaient un rôle dans la transmission de la maladie, ce qui n'est absolument pas le cas en Afrique. On n'a aucune preuve que les moustiques interviennent. Or, les moustiques, il y en a beaucoup. La maladie reste confinée autour de rivières, à des bilans, etc. Mais nous avons démontré que certaines punaises d'eau pouvaient être porteurs passifs de ce Mycobacterium ulcerans, et nous avons d'ailleurs réalisé pour la première fois une culture positive de Mycobacterium ulcerans à partir de l'environnement, à partir d'une punaise d'eau. Seulement, le hic, c'est que cette punaise qui nous a permis d'étonner cette bactérie, elle ne pique pas l'homme, elle n'est pas capable de le piquer l'homme, donc on ne sait pas. Donc, pour résumer, le réservoir pour l'ulcère de Buruli, ce sont les eaux peu oxygénées. En Australie, aussi des eaux peu oxygénées, surtout dans le nord de l'Australie, dans la partie tropicale, mais dans le sud, ce sont les possums. Les modes de transmission, c'est principalement un contact direct avec l'environnement. Les moustiques, les punaises d'eau, je vous en ai déjà parlé. Et voilà le genre d'environnement où, en Afrique, les gens peuvent se contaminer lors d'activités domestiques. Quelques images d'ulcère de Buruli chez les animaux. En Australie, chez les animaux sauvages, je vous montrerai des images de koalas, de possums et de potoro. Je vous montrerai aussi des animaux domestiques atteints d'ulcère de Buruli, toujours en Australie, des alpagas, des chevaux, des chiens, et un cas chez un chat. Et tous ces cas ont été bien confirmés par des examens microbiologiques, par examen direct, culture, histopathologie et PCR. Qu'en est-il en Afrique? En Afrique, il y a 2 publications qui relatent des cas chez les souris et ce qu'ils appellent en Afrique des agoutis. En fait, ce ne sont pas des agoutis, ce sont des zoonocodes. Les agoutis sont dans d'autres régions, c'est plutôt en Amérique du Sud. Et une publication qui relate un cas chez une chèvre et un chien, mais le gros problème, c'est que ces cas n'ont été confirmés que par PCR, et nous savons tous que le PCR peut être aussi une source de contamination ou de faux positifs, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas profité d'animaux comme des agoutis qui sont vendus au marché avec le foie, la rate, etc., pour faire des examens beaucoup plus approfondis. Ça aurait été très facile. Voilà donc ces cas chez les animaux sauvages de l'Australie, un koala et un potoro. Vous voyez l'alpaga, le chien et le cheval. Et en Afrique, je reviens maintenant aux 2 maladies, en Afrique et notamment au Congo, nous avons trouvé des cas
de patients qui ont à la fois l'ulcère de Buruli, ici, et la lèpre, ici un cas de lèpre tuberculoïde. Revenons-en à la lutte contre la lèpre. Il est absolument essentiel de pouvoir interrompre cette transmission. Or, nous avons démontré que la polychimiothérapie ne suffisait pas. Que peut-on faire? On peut évidemment faire du dépistage actif des patients et on peut faire un screening aussi de tous les contacts des patients, dans la famille et dans l'entourage. Mais ce qui est surtout actuellement conseillé, notamment par l'OMS, c'est d'appliquer une stratégie de post-exposure prophylaxie. Donc une prophylaxie, une chimioprophylaxie après contact avec des patients lépreux. Alors, comment se fait cette PEP? Soit par administration d'une dose unique de rifampicine, soit éventuellement, mais ça n'a pas encore été fait à grande échelle, avec de la rifampicine, ou alors on propose aussi d'utiliser à la fois rifampicine et bédaquiline. Mais tout ceci, évidemment, présente un danger, c'est qu'il faudra quand même vérifier de façon très sérieuse si on ne développe pas des résistances, éventuellement, si on administre ce genre de prophylaxie à des patients éventuellement tuberculeux, si on ne développe pas de résistance. Donc il faut faire très attention. Et une autre manière de lutter contre la lèpre, c'est évidemment de voir dans quelle mesure, dans certains pays, le réservoir animal est important. Contre l'ulcère de Buruli, ce qu'il faut essentiellement faire pour le moment, c'est absolument améliorer la qualité du diagnostic clinique. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de diagnostic différentiel, surtout en Afrique, des ulcères, il y a des tas de raisons d'avoir des ulcères phagéniques, etc., qui sont pris et qui sont parfois déclarés comme étant des cas d'ulcère de Buruli. Donc, ce que l'OMS propose, c'est d'intégrer cette maladie dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et surtout, dans ce cas-là, insister sur la valeur de la confirmation microbiologique. Un dépistage précoce, bien sûr aussi, pour éviter qu'on arrive à un stade ulcéré ou alors éventuellement des complications osseuses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un traitement qui, dans le cadre du l'ulcère de Buruli actuellement, est basé sur l'administration d'antibiotiques antimycobactériens, de la clarithromycine et de la rifampicine, et surtout un suivi des patients après avoir traité ces patients par antibiothérapie. Et alors, dans la recherche, il faudrait absolument essayer de voir, surtout en Afrique, de continuer à investiguer pour connaître ce réservoir et ce mode de transmission. En Australie, ils ont trouvé donc ces moustiques, mais jusqu'à présent, en Afrique, nous ne sommes pas très avancés. Pour résumer les nouvelles perspectives, en ce qui concerne la lèpre, c'est surtout basé sur beaucoup d'espoir dans cette post-exposure prophylaxis. Apparemment, la rifampicine 600 mg a un certain effet pour réduire l'incidence, mais c'est assez limité dans le temps. On espère que les autres possibilités, comme la rifampicine ou la bédaquiline, pourraient être meilleures, mais ce n'a pas encore été fait à grande échelle. Quant à l'ulcère de Buruli, comme je vous l'ai dit, surtout insister pour qu'il y ait un dépistage précoce en Afrique. L'intégration de ces deux maladies dans la lutte contre les maladies tropicales négligées cutanées, surtout dans les pays où les deux maladies sont prévalentes. Et évidemment, c'est un avantage pour les ONG qui s'occupent de ces maladies parce qu'elles pourront traiter de même manière, par exemple, la prise en charge des handicaps et éventuellement aussi faire attention à un aspect fort important dans ces maladies, la lèpre et l'ulcère de Buruli, c'est les sources de discrimination et de stigmatisation. Et je terminerai peut-être cet exposé en parlant de ces deux points-là, parce qu'on a beau avoir les meilleurs programmes de dépistage rapide, de traitement, etc., si on ne parvient pas à résoudre les problèmes de stigmatisation
et de discrimination, eh bien, je pense que ce sera peut-être le défi le plus difficile à vaincre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé. Des questions dans la salle? Merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une question. D'abord, c'était vraiment voir les tatous et les écureuils. Et je me demandais s'il y avait éventuellement des prédispositions génétiques ou si on pouvait imaginer que certains animaux puissent finalement avoir et acquérir la maladie tout simplement parce que sur le plan immunologique, ils aient des prédispositions. Si finalement ce type de problème a été étudié, ça c'était une question. La deuxième, c'était le fait que, évidemment, dans nos pays, on ne voit plus jamais de lèvres, sauf que, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, il y a quand même avec les tatous et dans certains endroits quelques cas. Alors, est-ce que dans les pays d'Afrique qui sont plus développés, ou en tout cas où, je dirais, l'environnement s'est modifié, l'Afrique du Sud, le Rwanda ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a une diminution de l'incidence de ces maladies ou bien, et donc est-ce que c'est vraiment lié au développement économique ou pas? C'était les deux questions que j'avais. Merci. Merci. Pour répondre à la première question, vous avez tout à fait raison, il y a des dispositions génétiques. Alors pour le tatou, il y a quand même quelque chose de spécial, c'est que le tatou a une température corporelle de 33 degrés, ce qui a donné d'ailleurs l'idée à certains chercheurs aux États-Unis d'utiliser le tatou pour multiplier les Mycobacterium leprae et obtenir un grand nombre de bacilles en vue de préparer un vaccin. Et on observe évidemment beaucoup de bacilles dans le foie, la rate, etc. Et donc, en plus de ça, il y a cette question de température, parce que la lèpre est causée par une bactérie qui est quand même plus ou moins thermophore, qu'on retrouve dans les extrémités, à la peau, etc. Bien que les organes internes soient quand même aussi atteints. Mais il y a une disposition génétique, ça c'est clair. En ce qui concerne la modification de l'environnement, pour l'ulcère de Broglie d'abord, certaines modifications de l'environnement ont été une source de foyer d'ulcère de Broglie, comme par exemple la construction d'un barrage. C'était le cas en Côte d'Ivoire, et c'était le cas au Nigeria. Donc là, c'est l'effet inverse. Mais d'autre part, vous avez tout à fait raison, c'est que si on parvient à donner aux gens l'accès à l'eau potable, on diminue, ça a été démontré, ça a été publié, nous l'avons publié aussi, on diminue de façon significative l'incidence de la maladie, ça c'est clair. Pour la lèpre, il en est de même. Plus on augmente évidemment les conditions hygiéniques des gens, etc., moins il y a de transmission. C'est comme ça aussi que la lèpre a disparu chez nous au Moyen-Âge, etc. Donc il y a quand même des facteurs environnementaux qui sont très importants pour les deux maladies. D'autres questions? Je vais me permettre de poser une question de pathologiste. L'ulcère de Broglie, vous soulevez la difficulté du diagnostic différencié, même si j'imagine que les biopsies sont des choses difficiles à mettre en place dans les pays qui sont endémiques. Est-ce que l'image histologique est spécifique? Oui. Alors, pour répondre à votre question, dans le passé, le traitement de l'ulcère de Broglie était essentiellement chirurgical, ce qui donnait la possibilité d'avoir accès justement à du matériel pour de l'histopathologie. Nous avons fait des études très approfondies dans ce domaine-là et on peut démontrer que l'image est très typique parce que vous avez une nécrose de la graisse hypodermique qui est très facile à reconnaître du point de vue histopathologique et dans lequel on trouve énormément de bacilles acétorésistants. Donc l'histopathologie est un outil précieux lorsqu'on a du bon matériel. Si vous faites par exemple des ponctions à lèvres fines, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un bon diagnostic histopathologique. Mais quand on a du matériel chirurgical, c'est vraiment une manière très spécifique de pouvoir diagnostiquer la maladie. Merci. D'autres questions?
Rien. Si, plusieurs. Alors, on a une première question du professeur Sagerman, mais est-ce qu'il est en ligne? Voilà, il est en ligne avec nous. Professeur Sagerman. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Merci Françoise pour ce super exposé. J'avais une question parce que c'est un bel exemple d'approche One Health. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer pour essayer de minimiser l'incidence dans le compartiment animal, par exemple les tatous, et qui aura directement une incidence sur le comportement humain comme stratégie? Merci. Je n'ai pas très bien compris ta question. Ce qu'on pourrait faire pour éviter les contacts avec... Non, pas éviter, diminuer l'incidence dans le compartiment animal. Si on parvient à diminuer l'incidence dans le compartiment animal, on devrait avoir une diminution d'incidence dans le compartiment humain. Mais qu'est-ce que tu peux proposer comme stratégie? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, dans des stratégies vaccinales qui sont éventuellement envisageables? Bien sûr, la biosécurité, mais voilà, c'est un peu, je demande ton avis en fait. Je pense que personne n'a pensé à vacciner les tatous contre la lèpre jusqu'à présent, parce que déjà, un vaccin pour l'homme n'est pas encore prêt, donc le protocole des tatous n'est pas encore possible. Mais je pense qu'il faut surtout éviter les contacts avec ces animaux, hein. C'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est de faire attention quand on les manipule. Je suppose que les Texans qui chassent des tatous pour en faire un bon steak ne prennent pas toutes les précautions que nous prenons dans les laboratoires, ça c'est clair. Hein. Et en ce qui concerne la lèpre, je vois les singes par exemple, ou les écureuils, jusqu'à présent ça ne pose pas de problème pour l'être humain, puisque les génotypes qu'on trouve chez les animaux sont différents de ceux qu'on trouve chez les êtres humains. Donc là, il n'y a peut-être rien à faire pour le moment, mais de toute manière, je remets ça dans les mains, je vais dire comme Pilate, je m'en lave les mains, je remets ça dans les mains des vétérinaires. Hein. D'accord, merci beaucoup. La question suivante, professeur, vous est adressée par le professeur Islami. Bonjour, professeur Islami. Bonjour Vanessa, merci beaucoup. Je voudrais, Madame Portas, que vous nous expliquiez si vous connaissez clairement le mécanisme d'absence de douleur dans l'ulcère de Buruli. Alors c'est une excellente question parce qu'en fait, l'absence de douleur est due au fait que la pathogénicité de Mycobacterium ulcerans est due à une exotoxine qui s'appelle mycolactone, qui est immunosuppressive et qui est responsable de cette absence de douleur. Et cette exotoxine est codée par un plasmide. Donc c'est pour cela que cette bactérie est pathogène. C'est à cause de la présence de ce plasmide qui cause pour la production de cette exotoxine. Et la dernière question est posée par le professeur Camille, qui ne peut pas être en ligne malheureusement. Donc je vous lis sa question. Est-ce qu'il existe des cas ou des risques potentiels de résistance à certains traitements? Quelle est la variabilité des souches en termes génétiques? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il existe des cas ou des risques potentiels de résistance à certains traitements? Et quelle est la variabilité des souches en termes génétiques? Pour la lèpre ou pour l'ulcère de Buruli ou pour les deux? On ne précise pas, donc j'imagine que c'est les deux. Alors, dans la lèpre, il y a des résistances. Il y a à peu près 10% de résistance à la rifampicine et bien à l'adaptation. À l'adaptation, il y a beaucoup plus de résistance. La variabilité génétique, oui, elle est connue. Hein, il y a beaucoup de variabilité génétique suivant les différentes régions du monde entier, dans le lèpre certainement, et dans le ulcère de Buruli aussi. Les souches que l'on trouve en Australie ne sont pas les mêmes que les souches que l'on trouve en Afrique ou que l'on trouve en Amérique latine, que l'on trouve au Japon. Il y a aussi des cas d'ulcère de Buruli au Japon. Toutes ces choses sont différentes. Donc il y a une très très grande variabilité génétique et il y a aussi une variabilité dans la structure de la mycolactone qui est donc cette exotoxine. Donc, ça a une importance aussi sur la pathogénicité de ces bactéries. Il semblerait, par exemple, que les souches du Mexique, de Chine ou du Japon soient moins pathogènes que les souches africaines et les souches australiennes. Voilà.